Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée, c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de recevoir à mon micro Olivier Schmitt. Olivier est auteur, metteur en scène et comédien, et il a fondé la compagnie des Joyeux de la Couronne, que vous connaissez peut-être car j'en parle souvent dans ses podcasts et sur le site. Dans cette interview, Olivier m'a raconté son parcours et il m'a parlé de son processus créatif, notamment sur le spectacle L'Empereur des Boulevards, qu'il a écrit et mis en scène, et qui raconte la vie du célèbre auteur Georges Feydeau. Il m'a aussi raconté une super anecdote de scène que je vous laisse découvrir en fin d'interview. Olivier est hyper inspirant, vous verrez, et j'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi en écoutant son interview. Alors bonne écoute. Salut Olivier, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Olivier Schmitt, je suis auteur, metteur en scène et encore un peu comédien, et je dirige depuis plusieurs années la compagnie Les Joyeux de la Couronne. Ok, on va en parler un peu après. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Mon parcours, il est un peu atypique parce que j'ai pas débuté par le théâtre. Moi, j'ai débuté par la danse classique, qui est vraiment mon premier amour artistique. Et puis très vite, je me suis rendu compte que la danse classique ne me permettait pas d'expérimenter, de faire tout ce que je voulais. Et j'ai eu la chance de très vite aller au théâtre grâce à mes parents, à ma grand-mère. Et j'ai vite bifurqué vers le théâtre tout en gardant un aspect danse qui me plaisait beaucoup. Et finalement, c'est la pluralité des arts qui m'ont un peu guidé. Donc j'ai fait plusieurs écoles. Et voilà, je suis arrivé ici aujourd'hui. Et donc du coup, tu as commencé par la danse classique et là maintenant, tu n'en fais plus du tout ? J'en fais de temps en temps, pas par entretien, juste vraiment par plaisir. Alors pas que de la danse classique, de la danse tout court. Je me suis même amusé l'an passé à faire une incursion dans un gala de danse d'une ancienne école dans laquelle j'étais petit à la demande de la directrice. Et c'était très amusant. Mais je continue dès que j'en ai l'occasion de pouvoir un peu pratiquer. Ouais. D'accord. Et le théâtre, qu'est-ce qui t'a plu dedans pour avoir envie de t'y lancer après la danse ? Le théâtre, c'était... alors moi, j'y suis tombé dedans très petit, je devais avoir 5 ans. Et j'avais cette chose qui me fascinait de pouvoir utiliser son corps, sa voix, pour donner vie à un personnage, donner vie à un spectacle. Et j'aimais aussi beaucoup ce côté riche scénographiquement qu'on trouve moins dans la danse, malheureusement. Et je me suis dit que c'était certainement l'art le plus complet avec le temps pour pouvoir m'épanouir sur la durée. Et du coup, tu as fait une école en particulier de théâtre ? Alors moi, j'ai eu la chance de très vite rencontrer quand j'étais jeune une professeure qui nous a quittés cette année qui s'appelle Teresa Massé, qui a vraiment été mon professeur que j'ai gardé pendant de longues années, qui a été un vrai maître pour moi parce qu'elle avait une exigence au niveau de la diction, au niveau du texte, au niveau de la recherche du personnage, et ça a été vraiment mon moteur principal, moi en tant qu'apprenti comédien. J'ai fait une incursion par la suite au cours Florent, au cours Simon aussi, et j'ai terminé à l'EIT Béatrice Brook, qui est une ancienne assistante de Peter Brook, et j'ai en parallèle continué à travailler la voix avec une professeure de chant qui s'appelle Karine Robert, et comme on en parlait avant, continué à faire un peu de danse aussi, et j'ai aussi fait un peu de pédagogie de mise en scène parce que c'était vraiment la chose qui m'intéressait. Du coup, tu as fait du chant, de la danse, du théâtre, mais pas d'école de comédie musicale. Du coup, c'était un choix ? En fait, ça a été un choix parce que je voyais un peu le modèle en France qui commençait à se dessiner d'écoles de comédie musicale telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et maintenant, avec le recul, quand je vois les jeunes qui en sortent, qui sont extrêmement talentueux, il n'y a rien à redire là-dessus, je trouve qu'on donne une dimension dans ces écoles-là très importante sur le côté vocal, et je trouve qu'on minimise le théâtre. Alors c'est un avis totalement personnel, mais je le vois aussi aujourd'hui en audition quand je peux voir certains d'entre eux qui sortent de ces écoles-là. Et moi, je me suis dit que j'avais envie d'avoir un parcours très riche, donc je me suis dit je vais aller prendre mes expériences vraiment avec un professionnel de chaque discipline, et je vais essayer de le construire autrement. Ok. Et donc tu écris et tu mets en scène. Oui. Pour ça, tu t'es formé ou tu as appris sur le tas ? Comment tu as fait ? Alors l'écriture, je ne sais pas si on peut parler d'apprendre à écrire. Je crois qu'il y a quelque chose d'un peu inné. Alors c'est pas du tout de la prétention, mais je crois qu'il y a quelque chose qui vient naturellement. Moi, je suis un ancien littéraire. Mes études ont été littéraires avant de faire des études de théâtre pur.
Donc je crois que j'ai une appétence pour le mot et le verbe depuis très très longtemps. Et je savais déjà quand j'étais au lycée que j'avais des qualités rédactionnelles et c'est quelque chose qui me plaisait. Et donc c'est venu assez naturellement et j'étais un gros lecteur. Alors je le suis moins parce que j'ai moins le temps de lire aujourd'hui, mais je me suis un peu construit par rapport à mes lectures, par rapport à tout ce que j'ai pu voir aussi. Donc je l'ai pas vraiment appris. Après pour ce qui est de la mise en scène, oui, parce que pour moi c'est un vrai métier. Oui. Évidemment il y a une part de créativité qui elle n'est pas guidée par un apprentissage particulier, mais il y a de la pédagogie, il y a du sens de la construction, il y a comprendre le sens d'un texte, il y a aussi comment gérer une scénographie et puis plus tacitement comment gérer un budget de spectacle. Ça, je l'ai un peu appris dans les écoles que j'ai fréquentées. Mais pour le reste, je crois que c'est des métiers aussi qui ont une part un peu de chance et de vécu qu'on peut un peu driver avec de l'apprentissage. Mais en tout cas, pour la partie auteur, je pense qu'aucun auteur aujourd'hui ne dit « on m'a appris à être auteur ». Ouais. Et à quel âge t'as écrit ta première pièce ? Je crois que j'étais tout petit, c'était très mignon, mais ma vraie première pièce construite en tant que telle, c'est mon premier spectacle que j'ai monté à Paris, donc c'était en 2007-8 je crois, c'était juste après les années lycée, et après quand j'ai eu ma première compagnie où j'ai fait des premiers essais. Mais oui, ça devait être vers 18-19 ans. Ah ouais, c'est jeune. Ouais. Et comment tu trouves l'inspiration justement, parce que tu écris sur plein de thèmes différents. Qu'est-ce qui fait que tu choisis un thème et que tu le creuses pour en écrire une pièce ? Moi, il y a quelque chose le besoin que je ressens quand j'écris une pièce, que ce soit sur un sujet, un personnage ou une création pure, il faut que j'ai un moteur derrière de force de la chose à raconter. C'est-à-dire que, alors jusqu'à présent avec Les Joyeux, on s'est un peu spécialisé dans ce qu'on appelle le biopic, mais ça n'a pas été le cas avant. J'ai écrit des spectacles qui n'étaient pas des biopics. J'ai besoin d'avoir d'utiliser un personnage qui a quelque chose à raconter au-delà de sa propre histoire. Exemple avec notre dernier spectacle sur Nureyev. Nureyev était très important pour moi, mais moi ce qui me passionnait derrière, c'était, en plus quand on le met en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est comment un être aujourd'hui peut échapper à un carcan politique et exprimer sa liberté. Et là, ça permet d'aborder plein de sujets. Donc j'ai besoin d'avoir un cadre qui me motive, mais j'ai besoin derrière de me dire, là, on a un vrai sujet à explorer. Et je pense que j'ai besoin des deux parce que j'ai plein de personnages que j'adore, mais c'est pas pour autant que j'écrirais une pièce sur eux, parce que je trouve qu'il manquerait un petit quelque chose derrière pour rendre ça vraiment passionnant jusqu'au bout, et dans l'aboutissement de l'écriture et dans ce qu'on peut délivrer au public derrière. Et justement, donc tu as écrit plusieurs biopics, notamment pour la compagnie Les Joyeux de la Couronne. Est-ce que tu as un lien particulier avec ces personnalités ? Donc tu parlais de Nureyev, oui, mais par exemple avec Feydeau ou Judy Garland ? Alors, si on revient dans l'ordre, le tout premier spectacle qu'on a monté, qui était un biopic, c'était Ludwig II. Je n'avais aucune connaissance de ce personnage. Ok. Et c'est en fait Kevin, avec qui je travaille, qui m'a fait découvrir ce personnage à travers une bio, à travers le film Le Crépuscule des Dieux. Et là, il y a eu quelque chose d'évident, parce qu'il y avait et la folie du personnage et son histoire avec des gens tellement importants comme Wagner, comme Sissi. Donc là, j'ai vraiment fait un vrai travail de recherche, parce que je suis parti de zéro. Je suis parti d'un vague château en Allemagne avec une vague idée de à quoi ressemblait le personnage. Pour Feydeau, oui, parce que Feydeau, c'est l'auteur par lequel je suis rentré au théâtre. C'est-à-dire que ma première expérience de théâtre véritable, si on enlève les spectacles jeunes publics, quand j'avais 5 ans, ça a été le Dindon de Feydeau. Alors, emmener voir un enfant de 5 ans voir le Dindon de Feydeau, c'est assez amusant, mais mes parents ont eu cette intelligence-là aussi de m'éduquer au théâtre sous toutes ses formes très vite. Et ma première rencontre, c'était le Dindon de Feydeau, mise en scène par Thomas Le Douarec. Et il y avait cette fascination pour cette chose ultra rythmée. Alors quand on a 5 ans, on comprend rien à l'histoire, mais ce ballet incessant sur scène de gens qui rentrent, qui sortent. Et forcément, Feydeau, moi, ça est devenu après, avec le temps, un auteur qui m'a passionné et que j'ai adoré jouer aussi en école, etc. Pour Judy Garland, oui, il y avait Judy Garland qui m'a toujours fasciné, parce que Le Magicien d'Oz a été un film très important, et surtout parce que j'ai découvert il y a quelques années cette histoire horrible qu'elle a vécue sur le tournage, que peu de gens connaissent. Et donc ça n'a fait que alimenter mon amour pour ce personnage-là. Donc oui, il y a toujours quand même un lien, direct ou indirect, mais c'est jamais choisi au hasard. Ok. Et tu as monté ta première compagnie en 2010, si je dis pas de bêtises. Oui. Comment ça s'est passé ? Mal. Très bien. Non, mais il faut être très honnête. Je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance de pouvoir s'exprimer librement, c'est-à-dire monter une compagnie quand on a
rien, c'est-à-dire pas de structure de production, pas d'argent, pas de subvention. C'est un vrai pari parce qu'on alimente tout seul et qu'il faut que les choses tiennent plus ou moins la route. Donc oui, quand on est jeune, on fait beaucoup d'erreurs, j'en ai fait. J'ai pas fait les choses comme j'aurais dû les faire et je pense que c'est important d'en parler parce que je pense que je suis pas le seul à avoir vécu ça. J'ai la chance maintenant, en travaillant dans plein de théâtres, de rencontrer plein de gens qui ont entre 20 et 25 ans et qui sont dans ce processus créatif. Et je leur dis, oui, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, oui, vous allez faire plein d'erreurs involontaires qui vont peut-être vous faire passer pour quelqu'un de pas honnête ou de pas sérieux. Ce n'est pas grave. C'est un apprentissage qui est obligatoire. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis ravi parce que je pense que si j'avais pas vécu cette première expérience, j'aurais pas eu ce que je suis capable de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis nourri de ça avec ce que ça peut représenter de mauvais souvenirs, de douleurs, de plein de choses. Mais au contraire, c'est très renforçant parce que maintenant, je sais que j'ai des choses que je ne dois plus faire et des erreurs à ne plus refaire. Et j'ai surtout eu aussi, moi, en fait, ce qui m'a donné envie de créer des spectacles, c'était l'envie d'avoir une compagnie. Et pour moi, compagnie égale une famille de spectacles. Il y a plein de gens aujourd'hui dont c'est le cas. Michalik, Daguerre sont des gens qui travaillent la plupart du temps avec les mêmes comédiens parce qu'ils ont ce noyau qui les entoure. Et moi, j'ai eu cette volonté très vite, mais j'ai voulu forcer les choses. Or, avec les Joyeux de la Couronne, j'ai rien forcé. Cette famille, elle s'est créée d'elle-même. Et je pense que j'ai voulu avoir un processus d'accélération trop rapide. Et j'ai posé les choses pendant quelques années. Je me suis dit, je me suis planté. Et en fait, c'est arrivé au bon moment. Et maintenant, tout se passe super bien. Et justement, donc les Joyeux de la Couronne, comment ça s'est passé de vouloir remonter une compagnie ? Je crois que c'est pareil, c'est de la chance. C'est des rencontres, c'est la rencontre avec Kevin, qui lui ne venait pas du théâtre à la base, mais qui avait une appétence pour le milieu artistique et qui m'a un peu poussé aussi à y retourner. Et puis tout s'est fait, l'idée de pièce est arrivée, les rencontres se sont faites, et puis moi je me suis dit, je crois beaucoup au signe du destin, et je me suis dit, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, donc il faut y aller. Et voilà comment ça s'est passé, et je crois qu'on ne regrette pas. Et comment tu choisis les comédiens qui intègrent justement ta compagnie ? Ça dépend. Il y a des moments où il y a un cadre, un personnage, c'est comme une fiche produit, un personnage, c'est un personnage tel qu'il est écrit, on l'imagine comme ça, avec telle compétence, parce qu'on a des besoins, on a une compagnie qui a la particularité de beaucoup mettre de musique dans ses spectacles, donc on aime beaucoup les gens qui savent faire plein de choses. Il y a ce que doit être capable de faire le comédien, mais il y a aussi cette capacité à intégrer une compagnie existante, parce que intégrer une compagnie n'est pas rentrer dans le cast d'un spectacle encadré par une prod. Ça demande beaucoup d'autres choses. Quand une compagnie comme la nôtre part en tournée, on n'est pas que comédien, c'est-à-dire qu'on est monteur des monteurs de spectacles, on est vecteur de communication, donc il faut avoir aussi une envie de participer à cette aventure-là, et les deux doivent se faire. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans ce moule-là, et on les blâme pas, c'est normal, il y a des gens qui ont juste envie d'être au service d'un spectacle, et c'est tout à fait entendable, mais du coup, il faut que ça soit une savante alchimie entre tout ça. Et on a la chance de plus en plus qu'il y ait des gens qui nous contactent, qui viennent voir nos spectacles, des comédiens, et qui disent « Ah, si vous faites une audition, j'ai absolument envie de travailler avec vous ». Et on a recruté des gens par ce biais-là, donc il y a des belles histoires qui se font aussi comme ça. C'est un savant mélange de plein de choses, et puis encore une fois, on est un métier de hasard, donc il y a le hasard des rencontres qui joue beaucoup aussi. Et vous avez fait le Festival d'Avignon avec À l'ombre d'Oz l'année dernière. Comment ça s'est passé ? Bien, ça n'a pas été le festival le plus simple. Déjà, c'était le premier festival de reprise normale, période post-Covid. Donc je crois qu'on était encore dans une période où tout le monde marchait un peu sur des œufs. En plus, on a vécu un été compliqué à Avignon, alors pas sur un aspect artistique, mais on était au milieu des incendies autour, d'une chaleur écrasante. On a assisté à cette pluie de cendres le 14 juillet. Enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup de, quand même, ajoutons à cela aussi les habitudes du public qui a changé et la crise qui fait que les gens vont de moins en moins voir de spectacles à Avignon. On a remarqué que les gens qui restaient une semaine maintenant restent 3 à 4 jours pour juste des raisons financières. Donc, il y avait beaucoup plus d'énergie à mettre pour remplir la salle tous les jours, mais ça s'est bien passé, malgré ce que ça peut représenter de fatigue, de besoin de tout lâcher, mais on a vendu des dates, donc c'était le principal. Et on sait qu'on y retournera de toute façon, on dit jamais plus, mais en fait on y retourne tout le temps. Vous aviez une super parade en tout cas, je l'ai vu. Enfin, moi j'avais déjà vu le spectacle avant, mais c'était top. Alors, on va parler de L'Empereur des Boulevards, qui est le spectacle sur Feydeau que vous jouez tout le mois de juillet, donc au Studio Héberto. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce spectacle ?
Alors ce spectacle, il est né entre 2019 et mars 2020, la mauvaise période. En fait, on jouait Monsieur Chasse, donc notre spectacle qui tourne depuis pas mal d'années. Et en fait, tout est parti d'une presque plaisanterie à Avignon, à une terrasse de café, où on était en train d'aborder le sujet de qu'est-ce qu'on fait après Monsieur Chasse. Et puis est venue cette idée de dire mais attendez, la vie de Fédo, elle est passionnante. Moi, je la connaissais un peu. Je dis personne n'a jamais rien écrit sur lui. Et puis, alors j'ai des comédiens, donc une comédienne qui s'appelle Alexandra qui rigole de ma capacité à écrire vite et qui me dit c'est bon, demain elle est écrite. Et puis. Et c'était vrai. C'était presque vrai, pas aussi vite, mais je me suis mis très très vite. J'ai vite couru acheter la biographie de Gidel que j'avais déjà lue il y a quelques années, qui est la biographie de référence. J'ai refait des recherches aussi un peu annexes et je me suis dit mais évidemment il faut écrire sur ce personnage. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que Fédo, on connaît ses pièces, on a une idée il a écrit des pièces très très drôles et qui ont cette rareté, je trouve, d'être un auteur qui traverse les siècles avec, comme Molière, c'est des pièces qui ne vieillissent pas. Alors oui, le sujet peut être aujourd'hui, on peut dire que c'est encore un peu misogyne, etc. On l'entend, mais la force de l'écriture ne vieillit pas. C'est pour ça que les pièces sont toujours autant montées. Mais moi, je me suis dit, il y a quelque chose que peu de gens savent, c'est que cet homme a eu une vie terrible. Et je refais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis dit, on a notre sujet, c'est comment quelqu'un qui est capable de procurer autant de plaisir et de rire est quelqu'un d'aussi sombre dans la vie, et comment cette ambivalence va le mener à sa perte tout le temps. Et voilà comment c'est parti. Donc fin 2000, en revenant d'Avignon, j'ai commencé à travailler, j'ai livré une première version, et puis petit coup de fil à Mahmoud Khtari, le directeur de la Croisée des Chemins, en lui disant écoute, j'ai une pièce, c'est n'importe quoi, on est beaucoup trop nombreux, il y a beaucoup trop de costumes, mais on est le seul endroit où on peut le faire, et il nous a accueillis. On a eu la chance de pouvoir jouer 3 mois avant de partir au Montmartre-Galabru, et le Covid est arrivé. Mais bon, elle a survécu. Elle a survécu. Et justement, tu parlais des costumes. C'est vrai que c'est assez impressionnant le nombre de costumes qu'il y a sur ce spectacle. Où est-ce que vous trouvez tout ça ? Alors nous, on est passionnés de trouver les bonnes affaires, comme on dit. C'est-à-dire que on est des chineurs nés, on adore ça. C'est-à-dire qu'encore à Paris, en ce moment, on est ravis parce que c'est la saison des brocantes. Il n'y a pas un jour Génial. où on n'est pas dans une brocante. Il y a eu, alors c'est compliqué parce qu'on parle de la belle époque en plus. Donc et ça a été un des premiers freins. C'est-à-dire, on s'est dit, là, on rentre quand même dans un sujet où clairement, on peut pas faire n'importe quoi en termes de costumes, etc. Il va falloir être d'une précision horlogère. Et on a eu de la chance, encore une fois, on a eu la chance d'avoir accès à un super stock de costumes dans un théâtre que je peux pas nommer à la demande de leur directeur. On a eu la chance d'arriver dans une période d'après Covid où beaucoup de théâtres ont dû se délester aussi de pas mal de stocks de costumes. Donc on a racheté énormément de choses, puis on a transformé, puis on a refait du travail. Donc ça a été un petit travail de fourmi qu'on a amélioré même pendant l'exploitation du spectacle. Mais ça a été le gros investissement de ce spectacle. Ça a vraiment été la partie costume, parce qu'on s'est dit le visuel est bien trop important. Donc s'il y a un poste de dépense principal, c'est les costumes, et on se retrouve aujourd'hui avec une centaine de pièces de costumes. Donc c'est pour ça que c'est un spectacle aussi qui est lourd à porter, parce que les comédiens jouent plein de rôles et les costumes volent dans les coulisses à toute vitesse, mais on est hyper content d'avoir pu faire ce travail-là, et c'est un travail qu'on fait sur quasiment tous nos spectacles. Parce qu'on aime cette véracité historique sur scène, c'est-à-dire que moi je peux passer 2 heures à regarder une comédienne en lui disant cette robe ne va pas du tout pour un détail, parce que je lui dis on n'y croit pas, et je lui dis il faut changer, ça marche pas, et je crois que c'est aussi en ça que les gens aiment notre travail, c'est qu'on aime bien avoir cette précision tout en amenant un cadre qui est lui pas du tout précis, c'est-à-dire on travaille beaucoup avec des décors très épurés qui jouent sur la lumière, qui jouent sur des éléments plus que sur un vrai décor de scène précis. Et voilà, on joue sur cette ambivalence-là, et je crois que c'est ce que les gens aiment dans, en tout cas, notre résultat scénographique. Ouais, moi c'est canon en tout cas. Et justement, donc quand tu écris une pièce comme ça pour ta compagnie, est-ce que, par exemple, en répétition, les comédiens peuvent donner leur avis, faire changer des choses en fonction, je sais pas, d'improvisation qu'ils pourraient faire ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est un peu collaboratif, ou est-ce que c'est vraiment toi qui écris tout à 100%? Moi, j'arrive avec un texte, mais je suis pas un auteur qui va dire c'est à la virgule près. Déjà parce que souvent c'est 3 mois de travail, que c'est très frais, que même moi je sais qu'il y a des choses à modifier. Et ça, là, par exemple, sur l'Empereur, j'ai encore fait des modifications de texte
pour la reprise. D'accord. Et surtout, encore une fois, ça vient avec cette idée de compagnie. C'est-à-dire que les gens qui sont là, il y a des gens qui sont là depuis le début de la compagnie, il y en a qui l'intègrent en cours de route. Mais justement, moi, je veux que tout le monde trouve une place. Et quand un acteur me fait une proposition et que je sens qu'il y a une phrase qui fonctionne pas et que lui va changer un mot et que je trouve que ça sonne beaucoup mieux, bien évidemment, je lui dis on le garde tel quel. Okay. Et en mise en scène, je suis pareil. Moi, je donne le cadre. J'aime bien la précision et la rapidité et l'énergie d'une mise en scène. Mais si un comédien me fait une proposition, bien évidemment, et que ça fonctionne, je lui dis oui. Et j'adore que les comédiens soient force de proposition. Au contraire. Et ça devient collaboratif. Mais c'est hyper important parce qu'il faut que le comédien mettre du sens dans ce qu'il fait. Donc si on le brime et qu'on lui dit non sans lui donner de raison juste parce que tout à coup le metteur en scène devient le chef absolu, il n'y a plus de plaisir. Moi j'aime bien quand il y a aussi cet échange de tiens je le ferai plus comme ça. Après évidemment il y a un jeu d'arbitre. Si moi j'estime que ça fonctionne pas, je le dis et je dis non. Vraiment je suis sûr que ça fonctionne pas. Si je sens qu'il y a quelque chose et que je me dis pourquoi s'en passer, je laisse le comédien aussi prendre de la place. Ok. Et justement, en tout cas dans la version que j'ai vue de l'Empereur des Boulevards, tu jouais aussi dedans. Ouais. Donc ça te fait auteur, metteur en scène et comédien. Comment on gère toutes ces casquettes sur un même spectacle ? C'est hyper compliqué. C'est pour ça que je joue plus dans mes spectacles depuis quelques temps maintenant. Parce que comme je disais toujours, c'est compliqué de faire un gâteau et d'être dans le gâteau. En effet. Voilà, j'ai toujours cette petite image-là qui me fait beaucoup rire. En fait, on gère, mais on le gère pas bien parce que tout à coup, quand le metteur en scène devient partie prenante, il a plus cet œil extérieur sur son spectacle et il a plus cette capacité aussi de pouvoir dire en le voyant tous les soirs, attention, il faut resserrer ça, attention, il faut être plus précis là-dessus. Et c'est quelque chose qui commençait un peu à me chagriner. C'est pour ça que quand on a repris au TMG une première fois en 2020-2021, j'ai tout de suite pris des alternants pour moi aussi me dégager du temps et pouvoir me remettre un peu à l'extérieur de ce spectacle. Et maintenant, j'y suis plus du tout et j'en suis ravi parce que j'arrive à avoir, je crois, une meilleure maîtrise des choses et j'ai envie de garder vraiment cet œil extérieur maintenant sur toutes les créations qu'on fait. Oui, c'est-à-dire que les prochaines non plus, tu prendrais pas de rôle. Non, okay. Par exemple, sur la dernière, là, je ne jouais pas. Et ça a été un vrai plaisir pour moi d'être tous les soirs dans la salle et de pouvoir aussi prendre la température et d'avoir un travail d'amélioration derrière. Et justement, en parlant d'amélioration, donc le spectacle tourne depuis très longtemps, l'Empereur des Boulevards. J'imagine qu'il a un peu évolué, ou beaucoup peut-être. Oui. Comment est-ce que tu fais évoluer justement les spectacles quand ils tournent beaucoup comme ça ? Là, sur l'Empereur des Boulevards, on a eu la problématique principale, c'est qu'on a joué sur des espaces qui étaient finalement assez réduits. Oui. Si par exemple le TMG a une jauge quand même sympathique, la scène n'est pas immense, mais on a eu par exemple la chance de le jouer tout de suite après le TMG à la reprise à Courchevel sur un énorme plateau, et c'est là où on a vu les limites. D'accord. On s'est dit maintenant il y a un travail de réadaptation à faire. Donc là déjà on a commencé un peu à bouger la scénographie et à aérer les choses. Quand là il y a eu cette proposition du studio Héberto qui est tombée, moi j'adore cette salle parce que en plus le hasard fait que pour ceux qui connaissent le studio Héberto, cette scène sans pendrillon, sans rien, fait écho à ce que raconte la pièce puisque toute la pièce part des coulisses d'un théâtre et donc là on a l'impression d'être dans des coulisses grandeur nature, donc c'était forcément hyper agréable pour nous. Donc et là je l'ai vraiment réadapté pour le studio, c'est-à-dire que je me dis, sur la scène du studio Héberto, il y a un escalier, il faut l'utiliser, il y a telle ou telle possibilité. J'aime pas arriver dans un théâtre et me dire, on va jouer le spectacle tel qu'il est. Même quand on part en tournée sur un spectacle existant, on prend toujours le temps de réadapter les choses propres à la salle. D'accord. Parce qu'un effet qui marchait au TMG ne va clairement pas marcher au studio Héberto, parce qu'il n'y a pas la même distanciation avec le public, parce que tout à coup le plateau devient plus grand, et parce que tout à coup on a aussi une opportunité de faire apparaître un personnage d'une autre manière. Donc là, on a vraiment tout retravaillé déjà, c'est-à-dire que tout le spectacle à ce niveau-là, donc ça a un peu perdu aussi les anciens comédiens, donc les nouveaux, eux, ont juste eu à découvrir leur partition, mais les anciens, donc du coup, ont dû réemboîter les choses. Et ça nous a permis surtout de nous amuser sur plein de choses, notamment le tableau du French Cancan qui va prendre énormément d'envergure, les apparitions du personnage que je jouais qui est un peu un personnage fantasmagorique, on va pouvoir s'amuser un peu. Donc on est en train de tout réadapter, mais on le fait de manière naturelle, c'est-à-dire qu'un spectacle qui s'est joué 4 mois dans une petite salle demain part acheter dans une grosse ville de province. On revoit aussi des petites choses pour que ça fonctionne. D'accord. On peut pas arriver avec un truc clé en main, ça marche pas. Top.
Et il y a aussi des chansons dans le spectacle qui sont des créations originales, si je ne me trompe pas. Alors, la bande-son est une création originale, c'est-à-dire que tout l'habillage musical sonore est une création. Alors, on reprend quelques thèmes d'Offenbach, mais toutes les chansons sont des reprises d'un répertoire un peu oublié. D'accord. Parce que la belle époque était aussi l'époque des cafés-concerts, de lieux qui ont tous disparu aujourd'hui. Et ça a été une époque de pré-musical, c'est-à-dire que tous ces cafés-concerts ont été aussi les scènes où on a découvert des grands chanteurs par la suite au début des années 1900, et ça a laissé un répertoire incroyable qui en plus est un répertoire qui peut être très drôle, très corrosif, et qui est surtout un répertoire avec des chansons à texte qui racontent aussi ce qu'était ce Paris à cette époque-là. Et donc on s'est emparé de ce répertoire et on l'a distillé dans le spectacle, mais jamais gratuitement. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de dire cette chanson, on la met parce qu'elle a un sens par rapport à ce qu'on raconte, ou parce que tout à coup le personnage chante et que ça sert son personnage, son texte ou son émotion. Voilà. Ok. Et vous aviez monté un Feydeau, donc Monsieur Chaste en a parlé tout à l'heure avec la compagnie. Pourquoi avoir choisi cette œuvre-là de Feydeau? Il y en a tellement. C'est compliqué. Moi, j'ai toujours rêvé de monter un Feydeau depuis que je l'ai découvert. Mais moi, je trouve que Feydeau, c'est l'auteur le plus compliqué à monter. Ça pardonne rien parce que déjà, il faut avoir un sens du timing pour moi qui est hyper précis. C'est un des rares auteurs où il n'y a pas de travail psychologique. C'est-à-dire que tous les personnages dans un Feydeau sont dans une urgence de découverte de la situation. Donc on n'a pas un travail de jeu à nourrir derrière. Alors je sais que c'est très à la mode aujourd'hui de monter des Feydeaux où on se prend la tête pour raconter autre chose. Ça marche pas pour moi. Ce qui est très compliqué justement, c'est de jouer sans avoir ce mécanisme psychologique derrière. C'est-à-dire qu'il faut juste être dans l'action au moment où elle se passe parce que le personnage n'anticipe rien. Les fameux quiproquos que Feydeau sert dans toutes ses œuvres. Et pourquoi Monsieur Chasse? Déjà parce que c'est une œuvre qui n'avait pas été montée depuis bien longtemps. Alors beaucoup de compagnies dites amateurs l'ont fait, mais la dernière version dite professionnelle, c'était le Chevalier et Las Palais au Théâtre du Palais Royal 20 ans avant. Et moi j'ai toujours adoré cette pièce, je trouve qu'elle est hyper efficace, je la trouve très riche au niveau des seconds rôles. Il y a certaines pièces de Feydeau, en dehors des tubes comme Le fil à la patte et Le dindon, où les seconds rôles sont pas très intéressants. Et là je trouve que dans Monsieur Chasse, les seconds rôles sont tous plus fous les uns que les autres. Donc c'était évident que c'était cette pièce-là. Mais quand on monte cette pièce-là, moi je me dis, la seule limite, c'est que déjà elle est trop longue, parce que si on la coupe pas, elle dure quand même 2h20. Ah oui, c'est énorme. Donc il y a des choses qu'on a resserrées, tout en gardant les 3 actes, parce que c'est la mécanique de Feydeau. Toujours l'acte d'exposition, l'acte où tout part un peu à volo et l'acte de résolution, donc ça, faut pas y toucher. Et puis parce que cette pièce, elle a elle a une folie par rapport aux autres, et surtout, moi elle faisait partie de mon top 3 depuis tout le temps, et je me suis dit, bon allez, faut monter celle-là, les autres sont trop montés, et puis je voyais pas ce que j'avais à raconter dans les autres, donc ça s'est fait pareil, hyper naturellement. En tout cas, c'était super réussi. Merci. Et quels sont les autres projets de la compagnie des Joyeux de la Couronne? Là, on vient de finir l'exploitation d'un spectacle qui s'appelle L'Aigle Prodige, qui était partiellement inspiré de la vie de Nureyev, qui permettait de raconter aussi d'autres choses sur le communisme en Russie, sur la privation de liberté de manière générale. Donc ce spectacle vient de rentrer de quelques dates de tournée en Suisse, il va se jouer pour une date en Bretagne cet été. Il y a d'autres dates de prévues l'année prochaine. On a notre précédent spectacle à l'Ombre d'Ose sur Judy Garland qui entame enfin sa tournée après... c'est toujours ça qui est terrible, c'est qu'on vend des dates à Avignon en 2022 et que elles deviennent réalité en 2023. L'Empereur des Boulevards qui, on espère, va prendre une place importante parce qu'on a vraiment un lien très particulier avec ce spectacle-là. Donc il a été un peu empêché de finir sa route, donc on espère qu'il va reprendre une route un peu normale, et puis c'est déjà pas mal. Oui. Et Monsieur Chasse qui continue de tourner parce que ce spectacle ne peut pas s'arrêter. Ne s'arrête plus jamais. Dès qu'on veut, on se dit bon c'est bon, on a fait le tour. Il y a toujours quelqu'un qui nous appelle en disant on peut vous acheter une date de Monsieur Chasse, et puis à chaque fois on dit oui. Donc, mais c'est une récréation maintenant, donc on le joue avec grand plaisir à chaque fois. Bon, c'est bon signe. Et est-ce que toi tu as d'autres projets en dehors de la compagnie des Joyeux de la Couronne? Oui.
J'ai eu la chance cette année d'avoir une super année artistique. Ouais. J'ai mis en scène une pièce que j'adore qui s'appelle Les Amis du Placard de Gabor Rassoff avec la compagnie Libre d'Aimer qui s'est jouée au Galabru, au Théo et qui là va faire un peu de tournée. Donc je suis très content. J'ai eu la chance aussi de croiser la route de Patrick Adler qui est un humoriste imitateur qui a fait une super carrière et qui fait encore une magnifique carrière, qui m'a confié la mise en scène de son nouveau spectacle. Ah, génial. Donc c'est un exercice tout nouveau pour moi parce que j'avais jamais mis en scène de seul en scène. C'est un exercice totalement nouveau et passionnant. Donc là, on a fait quelques showcases au mois d'avril avant d'entamer la rentrée. Donc on va repartir pour une belle année normalement de dates parisiennes et de tournées. Et je suis en train de vivre une super aventure en Suisse. L'année passée, on a joué donc notre spectacle à l'Ombre d'Oz en Suisse. J'ai rencontré le directeur du théâtre qui s'appelle Olivier Dupéret, qui m'a fait découvrir son unité de production qui s'appelle le Théâtre du Croution, qui est un espèce d'énorme bateau incroyable où on redevient vite un enfant de 5 ans, c'est-à-dire que se créent tous les ans l'été des spectacles avec une dimension hyper spectaculaire, plateau immense, 600 personnes tous les soirs, des décors incroyables, 30-40 comédiens, de la musique, des costumes à foison. Et quand on a joué Oz, Olivier a aimé notre travail avec les Joyeux et il nous a parlé de ce qu'il faisait et il m'a dit presque dans un rire, un jour j'aimerais bien que tu écrives quelque chose pour moi. Et puis il me parle de ce projet qu'il avait d'écrire quelque chose sur l'horlogerie et il me dit non mais ça c'est un Suisse qui doit l'écrire. Ah. Tu n'es pas suisse? Je ne suis pas suisse malheureusement, mais c'était tout à fait entendable étant donné le sujet. Et puis je sais pas, petite voix dans ma tête qui me dit il est chouette ce sujet quand même. Et puis je sais pas, un soir je lui envoie un synopsis parce que je me suis dit j'ai une idée. Je me suis dit, il va peut-être le jeter à la poubelle, hein, il va me dire non, et puis en fait, il m'a dit oui. Donc, j'ai eu la chance d'écrire ce spectacle qui commence le 14 juillet en Suisse et jusqu'au 19 août au Bouvray avec une équipe incroyable, une super famille de théâtre et c'est un vrai bonheur de travailler avec eux parce que il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé quand je suis arrivé là-bas, c'est qu'il y a une réelle bienveillance dans le travail. Chose qui est un peu plus compliquée en France dans le milieu du théâtre. Ouais, tu trouves? C'est un milieu qui devient très concurrentiel et bon, tous les milieux sont pareils, mais celui-là est particulièrement compliqué. Et voilà, la chance de pouvoir travailler avec des comédiens qui sont contents d'être là, qui sont au service d'un projet qui est un peu pharaonique et j'ai hâte, là j'y retourne la semaine prochaine pour les répètes et j'ai hâte que ça prenne vie. Et dernière chose, je vais collaborer avec une artiste qui fait aussi de la radio, qui s'appelle Valérie Gaillard, qui a écrit un spectacle incroyable qui s'appelle, actuellement il s'appelle Movie Show, mais il a changé de titre. D'accord. Elle est toute seule sur scène et ça raconte un peu l'histoire du cinéma. Ah ok, non. Donc ça va être super, là on est en plein début de travail. Ok. Et puis je suis déjà sur l'écriture du prochain spectacle des Joyeux de la Couronne. Oh. On n'a pas le droit d'en savoir plus encore, j'imagine. Si, on n'a pas le droit de parler du sujet. C'est un sujet qui est en fait, c'est même pas un sujet, parce que c'est plein de sujets. Ça va être notre plus gros spectacle. Ah, ouais. Parce que pour le moment, ça demande 10 artistes au plateau. Quand même. Le sujet, ça sera le destin d'une famille à travers ses 5 filles. Ça commence en 1920 et ça se termine en 1995. Et on va rencontrer plein de personnages, on va passer par la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc ça va être je crois, une belle histoire. Et j'avais envie d'écrire un spectacle de femmes. Et là, ça va être un spectacle de femmes. Et ça, c'est chouette. Génial, on a hâte de voir ça. Et du coup, tu joues plus dans des spectacles que tu n'écris pas ou que tu ne mets pas en scène? J'ai adoré être comédien. C'est pas que j'aime plus ça, mais je ne m'épanouis plus autant en tant que comédien. Alors, je dis pas que je jouerai plus du tout. Encore une fois, j'aime bien jouer si vraiment, par exemple, sur Monsieur Chasse, c'est un plaisir parce que, encore une fois, il y a ce côté on y va sans arrière-pensée et c'est tellement rodé que voilà, il y a un vrai amusement. Je pense que le jour où je m'amuserai plus, je jouerai plus, mais je crois que c'est comme tous les comédiens qui partagent l'affiche de ce spectacle avec moi. Mais je prends plus autant de plaisir sur scène qu'avant. J'ai tellement trouvé une manière de fonctionner en étant à l'arrière, c'est-à-dire en gérant la production, l'écriture, la mise en scène. C'est vraiment ça qui me passionne. Et je crois que la scène en tant que comédien ne me manque pas tant que ça.
Alors maintenant, s'il y a des propositions, je le fais, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui me motive à le faire. Ou alors vraiment pour faire ce que j'appelle une connerie avec des copains, et ça m'arrive de le faire, hein, mais je cours pas après ça. C'est pas ce qui me guide en ce moment. Ça va peut-être changer, mais pour le moment, je suis bien dans ce parcours-là. Est-ce que tu as un souvenir de scène particulièrement marquant? Oui. C'est lié au joyeux, j'en ai plein, mais j'en ai un qui est lié au joyeux, et je crois qu'il y a un souvenir qui est très important pour tout le monde, parce que c'est ce qui, je crois, a fini de lier la compagnie à jamais. Quand Monsieur Chasse s'est créé, ce n'est pas moi qui jouais le rôle principal de Morisset. Moi, historiquement, je jouais le rôle de Gontran, qui est le petit cousin qui a 2 scènes et demie, voilà, parce que ça m'amusait de le faire, et là c'était pas prenant d'apparaître 3 fois dans la pièce pour faire 3 bêtises. Et donc on est parti à Avignon, et il se trouve que le soir du 14 juillet 2019, et on se souviendra de cette date très très longtemps, notre comédien principal nous avait caché qu'il avait des soucis de santé. D'accord. Et en fait, au moment d'arriver sur scène à l'acte 3, il ne pouvait pas rentrer sur scène. Donc, quand on est rôle principal dans un faido, c'est très compliqué. Donc, on aurait pu arrêter le spectacle. Et en fait, il y a eu une énergie dans les coulisses qui s'est dit, on improvise, on y va, on termine la pièce. Et en fait, on connaissait tellement par cœur le spectacle qu'on s'est redistribué les répliques en expliquant pourquoi il n'était pas là. Et ce qui a été super, c'est qu'on a senti la salle qui était pleine ce soir-là, divisée en 2. Il y a les gens qui ont compris. D'accord. Qu'il se passait quelque chose de pas normal. Ok. Et il y a les gens qui peut-être sont un peu plus néophytes, ou qui ne connaissaient pas cette pièce, ou qui étaient tellement embarqués dans la folie qu'on n'a pas remarqué, qui se sont dit non mais tout est normal. Et en fait tout ça s'est conclu sur un final on a vu à travers les pendrillons du théâtre d'Avignon l'ambulance arriver. Et il n'a pas pu finir le festival, sauf que nous il nous restait presque 15 représentations, on n'était même pas à moitié de festival. Donc on s'est retrouvés à minuit assis devant le théâtre. En plus, c'est un spectacle qui a marché tout de suite à Avignon, donc on est déjà complet les 4 prochains jours. Donc la solution était de dire qu'est-ce qu'on fait, et puis quelqu'un a eu la bonne idée de dire tu vas prendre le rôle principal. Et moi je connaissais finalement pas tant de texte que ça par cœur, donc j'ai dû l'apprendre dans la nuit. Mais il fallait trouver quelqu'un pour me remplacer, et c'est trouvé dans la chance du moment qu'au-dessus du théâtre habitait un comédien qui s'appelle Patrick, qui nous connaissait un peu, parce qu'on s'était déjà rencontré l'année d'avant, qui est descendu en pyjama à ce moment-là et qui a dit moi je suis d'accord pour le faire. Et pareil, il jouait dans un autre spectacle à ce moment-là le matin, et pareil, il a tout repris dans la journée. Et le soir, on jouait avec une nouvelle distribution qui avait répété toutes 3 heures avant de jouer. Et tout s'est hyper bien passé. Incroyable. Et c'est un souvenir qui nous lie, parce que entre la période, j'allais dire dramatique du 14 juillet et la magie de ce qui s'est passé le 15, on s'est dit maintenant on est insubmersible. Je crois qu'on a vécu la pure chose qui peut arriver à un spectacle. On a vécu plein de choses, les pannes de courant cet été à Avignon. Qu'est-ce qu'on a vécu, les décors qui tombent, le problème de costume, les problèmes d'humeur, ça peut arriver. On traverse beaucoup de choses, mais je crois que cet événement-là a tellement été fort. En plus, quand on est comédien, et je pense que tous les gens qui ont fait Avignon savent à quel point c'est compliqué à Avignon, parce que c'est H24, quand on joue pas, on traque, quand on tracte pas, on travaille sur la prod, et on a peu d'heures de sommeil. Donc je pense qu'avec l'exaltation, la fatigue, tout ça, c'est un truc qu'on peut pas oublier et qui a fini de nous lier, vraiment. Génial, j'adore cette histoire. Elle est incroyable. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le théâtre ? Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est qu'on est un art qui a la capacité de parler de tous les sujets. J'ai l'impression qu'au théâtre, on a encore ce pouvoir d'être moins censuré que certaines d'autres formes. Quand je vois les polémiques sur les sujets des projets Netflix, quand je vois les polémiques sur la couleur de peau d'une actrice au cinéma, j'ai l'impression que le théâtre a ce pouvoir d'avoir beaucoup plus de liberté. Alors j'ai quand même aussi une petite voix qui me dit que c'est aussi en train d'aller décrescendo, et on a surtout un pouvoir que moi j'adore au théâtre, et ce qui me fait vibrer quand je vais voir du théâtre, c'est que on a une capacité de créativité infinie. C'est-à-dire que quand on fait un film, malheureusement, si on fait un film qui se passe au Moyen-Âge, on ne peut pas se passer du château fort, des chevaux et des costumes à foison. Si on fait ça au théâtre,
on a plein d'armes créatives qui permettent de déjouer ça. Oui, tu peux mettre un tabouret en guise de cheval et ça fera l'affaire. Et on peut faire des choses incroyables. Et moi, c'est ça qui me fascine au théâtre, c'est qu'il n'y a pas de limite. Parce qu'il y a un cadre qui est indéfini. Et moi, j'aime de plus en plus ce côté où on peut tout casser, où on arrête de jouer on casse le quatrième mur et on y va, il y a de l'interaction et on s'amuse à aller jouer dans la salle. Moi, j'aime beaucoup ces formes de théâtre-là. Voilà, moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est que je crois qu'on a encore on est un des rares arts à avoir ce pouvoir-là, de pouvoir faire ce qu'on veut. Et c'est quoi une semaine type d'Olivier ? C'est compliqué. Oui. Une semaine type d'Olivier, c'est partagé entre la vie de la compagnie, surtout sur des périodes où on a une prod qui arrive, donc on est ou en répétition, ou on travaille en prod, parce qu'on fait tout, on fait la comptabilité, les fiches de paye, la presse, la com, la diff. Ah oui, c'est Kevin et toi qui on gère tout, ça. On gère tout parce que on aime notre autonomie et elle nous va plutôt bien, donc on tient à la préserver. Il y a aussi une part de... Moi, je donne des cours aussi à côté. Donc, je donne des cours de théâtre et de comédie musicale. Alors, pas de chant et de danse directement. Je donne plus des cours de mise en scène, on va dire, avec des élèves. Donc, il y a ça. Je fais aussi de la billetterie un peu à côté. Et puis, mes projets à droite à gauche, la suite. Donc, c'est des semaines riches, mais moi, ça me va. J'aime bien ce rythme où tous les jours, je vais peut-être faire 2 choses différentes, voire 3, mais j'aurai jamais une semaine qui ressemble à l'autre. Et j'adore ce côté émulation. Ouais. Et est-ce que tu vas aussi au théâtre ? Alors, pas autant que je voudrais. Ouais. Surtout en ce moment. Mais j'ai la chance d'être votant au Molière, donc je vais voir pas mal de choses. Et j'essaye d'y aller le plus possible parce que je crois que c'est hyper important de pas rester dans sa bulle et d'aller voir ce qui se fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Au contraire, c'est hyper important de continuer à aiguiser son œil, de aussi se confronter à de nouvelles formes d'expression. Moi, je suis pas du tout sectaire. Je peux autant aller dans le théâtre public que dans le théâtre privé, que dans un café-théâtre, que je comprends pas les gens qui disent il faut aller que au théâtre public ou que au théâtre privé. Je déteste cette idée-là. Moi, j'aime bien aller voir du one man, des grosses comédies musicales, presque aussi des fois du spectacle un peu immersif, de la création. Enfin voilà. Et j'essaye d'y aller beaucoup. En ce moment, pas autant que je voudrais. En plus, je serais pas à Avignon, donc je ne pourrais pas voir mes 20 pièces comme je fais toujours. 20 pièces quand même, à chaque fois. On essaie toujours à Avignon de s'accorder chacun des jours de congé pour aller voir un maximum de spectacles. Mais oui, j'y vais beaucoup et je vais essayer d'y aller encore plus l'année prochaine. Et si t'allais au théâtre ce soir, t'irais voir quoi ? Ce soir ? Ouais. C'est compliqué. Si je dois aller au théâtre ce soir, alors moi je décide jamais à l'avance de ce que je vais voir. Je suis très en plus dernier moment sur un truc, je me dis tiens, ça j'ai envie d'y aller. Faut pas que ce soit complet. Non, si j'allais au théâtre ce soir, j'irais voir une pièce qui s'est jouée cette année, que j'ai trouvée incroyable, qui a été mon coup de cœur absolu, qui s'appelle Lady Agatha. J'ai détesté le fait que ce spectacle ne soit pas nommé au Molière. Je n'ai pas compris comment ce spectacle ne pouvait pas être nommé au Molière. J'ai trouvé ce spectacle tellement fou, tellement intelligent, tellement drôle, tellement bien construit, tellement créatif, pareil, avec rien, faire la mise en scène, avec un échafaudage, faire un bateau, un avion, avec aussi, pareil, des comédiens tellement incroyables. Et je voudrais aller voir ce genre de spectacle-là, et j'aimerais que les gens aillent de plus en plus voir ce genre de spectacle où finalement il y a cette idée de créativité qui n'a pas de limite. Et j'irai voir ce genre de théâtre-là, en tout cas. Top. Et merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup. On peut te retrouver, enfin pas toi sur scène, mais à la mise en scène et à l'écriture, dans l'Empereur des Boulevards au Studio Héberto tout le mois de juillet. Franchement, allez-y parce que c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.